Module numéro 1 de cette formation TIA Portal. Donc dans ce module 1, nous allons aborder en première partie une partie présentation matérielle sur les automates S7, dans laquelle on va évoquer et parcourir rapidement la gamme des différents automates qui existent chez Siemens. On va également parler rapidement des interfaces de connexion qui existent sur les automates de la gamme. On fera aussi un tour sur les pupitres IHM, donc sur tout ce qui est partie pupitre. En deuxième partie, on va parler des logiciels de la gamme Siemens, donc les logiciels pour programmer principalement les gammes d'automates. En troisième partie, on va faire un point sur le choix de matériel, dans laquelle on va parler de catalogue de matériel, ainsi que d'un outil de configuration d'architecture matérielle, qui est le TIA Selection Tool. Et en quatrième partie, on va faire une petite présentation du logiciel TIA Portal, de l'architecture du logiciel, un petit peu de comment on navigue dans le logiciel. Voilà donc pour l'aperçu de ce module numéro 1. Nous voici dans la première partie du premier module, les généralités. Cette première partie va traiter les automates S7. Donc nous allons voir les principales gammes existantes chez Siemens. Cela va permettre de se faire une première idée des gammes existantes et également de pouvoir se faire une première idée d'un éventuel type de CPU qu'on va pouvoir sélectionner en fonction d'un projet. Pour cette présentation des différentes gammes, nous allons faire ceci sur l'interface TIA Portal directement. Donc ceci va permettre déjà de se familiariser avec l'interface. Donc nous avons dans la gamme Siemens plusieurs types d'automates que nous allons présenter. Donc nous avons premièrement les S7 1200, les S7 1500, les S7 300, les S7 400, les automates de type ET200 CPU. Nous allons également aborder rapidement la gamme des automates logiciels WinAC, et nous toucherons aussi un mot sur les modules logo qui, bien que ne faisant pas partie du périmètre TIA Portal, nous en parlerons quand même rapidement. Donc petite généralité qui concerne la majorité des CPU existantes. Il faut savoir qu'il existe deux types de CPU. Donc il existe les CPU classiques et les CPU de type compact. Donc les CPU classiques sont des modules CPU sur lesquels il n'y a aucune entrée-sortie intégrée. Donc on a juste le module en lui-même qui contient l'intelligence. Et ensuite il faut rajouter les cartes d'entrée-sortie, les différentes cartes de différentes fonctionnalités à côté du module CPU. Les CPU de type compact, quant à elles, disposent d'office d'entrée-sortie intégrée. Donc ça peut aller d'entrée-sortie tout ou rien à des entrées-sorties analogiques. Il peut y avoir des entrées de type comptage, positionnement. Donc les avantages et inconvénients de ce type de CPU, donc les CPU classiques, on va dire que l'avantage c'est que n'ayant pas d'entrée-sortie intégrée, s'il y a un souci sur la CPU en elle-même, donc une défaillance ou une défaillance sur les entrées-sorties du module CPU intégré, il va falloir éventuellement remplacer l'ensemble.
Donc le choix entre une CPU de type classique sans entrée-sortie intégrée ou une CPU de type compact avec entrée-sortie intégrée va dépendre de plusieurs critères en fonction de l'application. Ce qu'il faut noter, c'est que les CPU de type compact disposent généralement d'entrées-sorties spécifiques de type comptage, positionnement, disposent aussi d'entrées-sorties analogiques intégrées. Et ceci les rend particulièrement intéressantes pour des petites applications où on n'a pas forcément besoin d'un grand nombre d'entrées-sorties, mais où on recherche des fonctions métiers, donc comptage, positionnement et ce genre de choses. Cela n'empêche sur des CPU de type compact d'ajouter également des entrées-sorties supplémentaires, comme pour une CPU classique. Nous allons tout de suite passer au premier type d'automate de la gamme Siemens. Donc il s'agit du S7 1200. Donc le S7 1200, c'est le micro-automate de la gamme. C'est l'automate qui va être utilisé pour les petites applications jusqu'à des applications un peu plus moyennes. Donc c'est clairement l'entrée moyenne gamme de chez Siemens. Donc au niveau des CPU, on trouve uniquement des CPU de type compact, donc ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire des CPU où nous avons des entrées-sorties intégrées, donc avec la possibilité bien sûr de rajouter des modules d'extension à l'arrière de la CPU. Au niveau du nombre d'entrées-sorties, on va rester avec le S7 1200 sur des applications avec nombre d'entrées-sorties peu élevé à moyennement élevé. Mais pour de grands nombres d'entrées-sorties, généralement on passe à des gammes supérieures. Au niveau des différents types de S7 1200 existants, donc il y a plusieurs sous-références, donc qui sont classées ici selon leur puissance. Donc on a les 1211, les 1212, les 1214, 1215, 1217. Ensuite nous avons ici des variantes F, donc F qui permettent de gérer du safety. Donc globalement on se rend compte qu'il y a pour chaque modèle de CPU 3 variantes. Donc on a une variante, donc par exemple pour la 1211C, on a une variante AC, DC, RLY, une variante DC, DC, DC et DC, DC, RLY. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc la première caractéristique qui est indiquée, c'est la tension d'alimentation du module CPU. Donc on a plusieurs possibilités. On a une CPU qui peut être alimentée en 230 volts alternatifs. Donc on la reconnaît grâce au AC ici. Ensuite, la deuxième indication concerne les entrées, donc la tension des entrées, donc DC qui veut dire tension continue, donc 24 volts continue généralement. Et la dernière indication qui indique le type des sorties. Donc on en a deux choix possibles. Donc on a soit les RLY qui représentent des sorties de type relais, donc c'est des sorties contact sec, ou les types DC qui sont des sorties classiques, sorties transistor. Donc ici le choix du modèle précis va se faire en fonction d'une part de la tension d'alimentation qu'on va avoir. Donc si on a du 230 volts alternatif, on va plutôt prendre le modèle AC. Si on a du 24 volts continu, on va plutôt prendre le modèle DC. Et ensuite, au niveau du type de sortie, c'est selon si on préfère
partir sur des contacts type relais ou sur des sorties classiques. On peut voir sur les CPU 1200 que généralement, donc par exemple sur une 1214C, on a en général 14 entrées intégrées et 10 sorties intégrées. Donc au-delà, il va falloir ajouter des modules supplémentaires, donc c'est possible, on peut rajouter plusieurs cartes, donc c'est pas un souci. Ce qui est intéressant sur les 1200, c'est les entrées analogiques intégrées. On a de la possibilité de faire du comptage rapide, donc il y a plusieurs compteurs rapides selon le modèle choisi, et également des sorties d'impulsion. Au niveau des interfaces de connexion, pour le S7200, on est uniquement sur des interfaces de type Ethernet Profinet, donc c'est l'interface standard pour les S7200. Donc pour ceux qui connaissent les interfaces de type MPI Profibus, celles-ci ne sont pas implémentées en standard sur le S7200. On est sur de l'Ethernet. Deuxième type de CPU dans la gamme Siemens, les S7500. Donc les S7500, il en existe également plusieurs sous-modèles, donc qui sont également classés selon leur capacité, selon leur puissance de traitement. Donc le S7500, c'est l'automate de moyenne gamme et haut de gamme de chez Siemens. Donc comme pour le S7 1200, pour le S7 1500, il existe des modèles classiques et des modèles type F, donc pour faire du safety. À la différence du S7 1200, chez le 1500, il existe des modèles classiques. Donc des modèles classiques qui sont sans entrée-sortie intégrée, mais uniquement la CPU en elle-même. Hein. Et il existe des modèles donc de type C. Donc ici par exemple la 1511C, donc où on retrouve le module CPU et des cartes qui sont directement intégrées. Donc sur cette référence là, on a directement des entrées-sorties intégrées. Au niveau de l'utilisation pour les applications, le S7 1500 va donc pouvoir être utilisé pour des applications assez exigeantes selon le modèle qu'on va sélectionner. Et l'avantage aussi par rapport au 1200, c'est le nombre d'entrées-sorties qui vont pouvoir être gérées, puisqu'il dispose de cartes pouvant aller par exemple sur du 32 entrées ou 32 sorties sur une seule carte. Donc en combinant plusieurs cartes et éventuellement plusieurs racks ou des entrées-sorties déportées, on va pouvoir atteindre des nombres d'entrées-sorties beaucoup plus élevés qu'avec du 1200. Et ensuite c'est au niveau de la puissance de traitement et des calculs que ça va être beaucoup plus performant sur du 1500. Passons ensuite sur la troisième gamme de CPU qui est les S7 300. Donc les S7 300 sont également constitués de CPU de type classique, donc avec uniquement le module CPU sans entrée-sortie intégrée. Et on trouve également des CPU avec donc de type compact avec des entrées-sorties intégrées directement derrière le module CPU. Donc on a également plusieurs modèles dans la gamme 300, donc qui va de 312 jusqu'à 319 avec donc différentes gammes de puissance et également des versions F pour le safety.
Le S7-300 est intéressant pour des applications de moyenne gamme, donc avec un nombre d'entrées-sorties qui peut être déjà intéressant, sachant qu'on a également des cartes de 32 entrées, 32 sorties, avec des possibilités de rack d'extension, voire d'entrée-sortie déportée sur bus de terrain. Donc au niveau capacité d'entrée-sortie, c'est déjà bien intéressant. Et au niveau des puissances de traitement, avec des CPU à partir de la 315, 317, 319, on arrive déjà sur des choses assez intéressantes. À savoir que le S7-300 est un automate qui existe déjà depuis plusieurs années et qui est entre guillemets l'ancêtre des deux autres modèles qui sont les 1200 et les 1500 qui eux sont beaucoup plus récents. Donc malgré tout le S7-300 continue d'exister avec des firmware qui sont toujours actualisés. Donc le S7-300 reste une CPU d'actualité, bien que la tendance est plutôt d'aller sur du 1200 ou du 1500 pour les nouvelles applications. À noter, au niveau logiciel, il faut savoir que les S7-300, comme je disais, existent depuis pas mal d'années. Le logiciel TIA Portal est capable de supporter les CPU S7-300 qui sont plus récentes que octobre 2007. Donc si on a une CPU qui est plus ancienne qu'octobre 2007, avec donc un firmware plus ancien, malheureusement on ne sera pas capable de programmer l'automate avec TIA Portal. Donc TIA Portal va pouvoir gérer les CPU qui sont au-delà de octobre 2007. Donc pour les versions plus anciennes de CPU, restera utilisé Step 7 classique, donc Thematic Manager, au niveau des versions 5.5 par exemple, voire antérieures. Passons à la quatrième gamme d'automates Siemens, donc les S7-400. Les S7-400 qui sont comme toutes les autres gammes constituées de plusieurs sous-gammes, en partant de la 412 jusqu'à la 417, avec également des modèles type F pour le safety. Donc au niveau des caractéristiques, nous avons, contrairement aux 300 et aux 1500, ici uniquement des modèles classiques, donc on n'a pas de type compact qui existe avec donc des entrées-sorties intégrées. Le S7-400 qui est un automate qui va être utilisé pour des applications de moyenne, mais aussi et surtout pour des applications haut de gamme, donc avec de la grande puissance de traitement et avec un grand nombre d'entrées-sorties. Il faut savoir que le S7-400 va être capable de gérer un nombre très important d'entrées-sorties sur son rack en lui-même, mais également en termes de modules d'entrée-sortie déportés. Donc ce qu'on peut dire, c'est, alors à noter également, donc point commun avec le S7-300, c'est que le S7-400 existe aussi depuis plusieurs années, et le logiciel TIA Portal va être capable de gérer les CPU 400 à partir d'octobre 2007. Donc pour toutes les versions antérieures, on va rester sur du Step 7 classique 5.5 ou antérieur. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que initialement ce sont les gammes S7-300 et 400 qui existaient sur le marché. Ces dernières années a eu lieu un grand changement qui est l'apparition des deux nouvelles gammes 1200 et 1500, qui coïncide avec l'apparition du Step 7 TIA Portal.
Donc les CPU 1200 et 1500 sont à terme, donc d'après Siemens, destinés à remplacer le 300 et le 400. Pour le moment, les gammes 300-400 continuent de vivre et ne sont pour le moment pas amenées à disparaître dans l'immédiat. Alors petit point que je n'ai pas évoqué, donc par exemple pour des CPU, pour les 1500, les 300 et les 400, au niveau des interfaces, au niveau du 1500, du 1500 pardon, nous avons la possibilité de s'interfacer en Ethernet Profinet, donc PN qui signifie Profinet. Nous avons également des CPU qui sont en type PN ou DP, donc DP pour Profibus. Au niveau des CPU 300 et 400, nous avons soit du MPI, donc c'est encore des interfaces un petit peu plus anciennes, donc la connexion MPI sur certaines CPU, avec ni de port Ethernet ni de port Profibus par exemple, ou des CPU 300 qui ont du Profibus DP en interface de connexion, voire du Profinet, donc PN ou DP par exemple pour la CPU 315 de PN DP, sur laquelle on a la possibilité de se connecter soit en Ethernet, soit en Profinet, soit en Profibus. Et c'est également le cas pour le S7400 qui, pour les petits modèles, va être uniquement accessible en MPI classique, et pour les gammes un peu supérieures, on va être sur du Profinet, du PN, voire du PNDP pour certaines. Voilà donc pour cette présentation des 4 premières variantes de CPU. Alors, il existe une autre gamme qui sont les CPU de type ET200. Donc les ET200 qui sont des formats de cartes d'entrée-sortie qui sont différents des autres gammes et qui sont d'un encombrement beaucoup plus réduit, qui vont avoir l'avantage de pouvoir traiter plus d'entrées-sorties dans un volume moindre au niveau encombrement, et également au niveau coût. Le coût des entrées-sorties, quand on va partir sur un grand volume d'entrées-sorties, ça va devenir intéressant de partir sur du format ET200. Donc, à savoir qu'il existe des CPU au format ET200. Donc on a le T200 SP. Donc le T200 SP, c'est une gamme de CPU qui est tirée du S7 1500. Donc on le voit au niveau de la référence de la CPU. C'est du 1510 SP, 1512 SP. Donc c'est des CPU format réduite, donc qui sont plus petites que les 1500, mais qui comportent des processeurs, des contrôleurs qui sont issus du 1500. Donc on reste sur des petites puissances, donc on n'aura pas les plus grands processeurs existants sur les 1500. Par contre, on est sur un format qui a ses avantages pour certaines applications. Il existe une autre grande famille d'automates chez Siemens qui sont les automates logiciels, donc les automates qui fonctionnent sur une base PC. Donc l'automate logiciel chez Siemens qui fonctionne sur une base PC se nomme WinAC. Donc WinAC, c'est un automate un automate virtuel qui va fonctionner sur un PC, généralement sur un PC industriel. Donc c'est une solution qui a plusieurs avantages. L'automate va être
dans le PC en lui-même et va disposer des différentes interfaces de connexion du PC. Donc ça peut être de l'Ethernet, Profinet, on peut y intégrer des cartes bus de terrain, Profibus ou autres, afin du coup de communiquer avec des entrées-sorties déportées. Donc on va pouvoir rattacher par exemple des stations déportées de type T200 ou autres à ce PC, et l'automate va lui être sur le PC en lui-même. Donc on a différents avantages. C'est d'une part le matériel, le coût du matériel. Si on a par exemple besoin d'un PC de supervision avec une application de supervision, on va pouvoir combiner le PC pour l'application de supervision et à la fois pour l'automate WinAC. Donc on pourra éventuellement réaliser un gain à ce niveau-là. Mais on est tributaire des performances du PC. Donc si en utilisant un PC qui est très puissant, on arrive à avoir un automate qui du coup n'a pas forcément de limite en termes de puissance. Et ça peut être évolutif du coup, éventuellement en remplaçant le PC ou en changeant des paramètres matériels au niveau du PC, on peut le faire évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, on a la capacité de communiquer avec les différents réseaux qui sont intégrés sur le PC. Et également, on a éventuellement la possibilité, outre de passer par un PC industriel, de faire tourner un automate logiciel WinAC directement sur un PC standard, un PC type bureautique, si les puissances le permettent et si le système est compatible. Il n'y a pas forcément de contre-indication à passer sur un PC de type bureautique, bien que les PC industriels restent la base suggérée pour ce type d'application. Enfin, on retrouve encore une autre gamme de modules automates entre guillemets chez Siemens, qui sont les modules logiques Logo. Les modules logiques Logo ne sont pas à proprement parler des automates, mais plutôt des modules logiques. Donc ce sont des petits modules avec un nombre d'entrées-sorties généralement assez faible, bien qu'on ait la possibilité de créer des extensions avec des cartes supplémentaires. Mais généralement les modules classiques possèdent entre 6 et 8 entrées et 6 et 8 sorties intégrées de base. Ce sont des modules de faible puissance qui se programment non pas avec TIA Portal Step 7, mais avec un logiciel propre qui s'appelle Logosoft Comfort. Donc généralement ce sont des modules qui sont plutôt ciblés pour un public de non-automaticiens ou d'automaticiens débutants ou d'électriciens, car on peut les programmer soit en logique Logiram, soit en logique contact. Donc c'est un module, donc le logo, qui est relativement simple d'utilisation et qui est accessible pour un vaste public et qui peut rendre beaucoup de services sur des très petites applications ou sur de la petite gestion domotique, pour piloter des choses dans une maison, par exemple des lampes, des volets, des portails, des choses comme ça. Petit point sur les principales interfaces de connexion qui existent pour pouvoir se connecter sur un automate S7. Donc on a tout d'abord l'interface MPI. L'interface MPI, c'est une interface propre à Siemens. Au niveau MPI, on retrouve les gammes S7 300 et S7 400. Les gammes S7 1200 et 1500 ne sont pas
ne sont pas équipés de port MPI. Donc, le MPI, c'est une interface qui est issue du RS485. Et historiquement, c'est un petit peu l'interface historique, l'interface de base pour se connecter aux gammes 300 et 400. On a également le Profibus DP, donc également pour les S7 300 et 400. Donc le Profibus DP, c'est un petit peu au niveau connectique, on utilise le même type de câble que pour le MPI. C'est aussi issu du RS485, mais permet d'atteindre des vitesses un peu plus importantes au niveau de la connexion et des différents transferts. Au niveau connectique, entre le MPI et le Profibus, c'est similaire, on utilise les mêmes câbles. Les gammes S7 1200 n'ont pas de port Profibus. Par contre, il y a certaines CPU 1500 qui disposent d'un port Profibus. Pour se connecter en MPI ou en Profibus, donc comme je le disais, le câble c'est le même. Donc pour ceux qui disposent d'une console de programmation de chez Siemens, pourront utiliser un câble standard MPI Profibus en se connectant sur le port qui se trouve à l'arrière de la console et se rattacher directement sur l'automate. Pour ceux qui utilisent un PC portable classique, donc qui n'ont pas de console spécifique Siemens, il y a deux solutions: soit intégrer au niveau du PC portable une carte qui va délivrer un port Profibus MPI. Donc via ce port, on pourra se connecter via le câble standard MPI Profibus, ou alors utiliser un adaptateur USB vers MPI Profibus. Donc c'est un genre de petit boîtier adaptateur sur lequel on se connecte au niveau du PC sur un port USB, et en sortie du boîtier convertisseur, on se raccorde à l'automate au niveau du port Profibus et MPI. On a ensuite l'interface Ethernet Profinet. Donc c'est l'interface qui couvre le S7 1200. Donc il faut savoir que tous les S7 1200 disposent d'un port Ethernet. Donc on se connecte, c'est la seule manière de se connecter sur un S7 1200. Les S7 1500 sont tous équipés d'un port Ethernet Profinet. Et comme je le disais tout à l'heure, certaines sont équipées d'un port Profibus, mais ce n'est pas l'interface qui est privilégiée pour le S7 1500, qui est une des dernières générations. C'est vraiment l'interface Ethernet Profinet qui est privilégiée. En Ethernet Profinet, on a aussi certains S7 300 et 400, mais pas tous. Comme je le disais tout à l'heure, les S7 300 et 400, c'est initialement du MPI Profibus. Il y a certaines références qui sont en Profinet. Donc on le voit au niveau de la référence de la CPU. Si c'est du PN, c'est qu'on a bien un port de connexion Profinet. Et donc pour la connexion Ethernet Profinet, c'est très simple, c'est un port RJ45 qui se trouve sur la CPU, en face avant de la CPU, donc qui a tout simplement à se connecter entre le PC et la CPU avec un câble standard type RJ45. Petite présentation sur les IHM de la gamme Siemens. Donc au niveau des IHM, donc les interfaces homme-machine, on a plusieurs gammes, tout comme on a pu le voir pour les CPU. Donc au niveau des gammes existantes, on a la gamme Basic Panel. Les Basic Panel, c'est des pupitres qui vont s'étendre de plusieurs gammes dimensionnelles. Donc on voit qu'on a du 3 pouces pour les plus petits, jusqu'à du 15 pouces pour les plus grands. Donc au niveau des références, on a les KP, qui sont des panels avec touche généralement, et on a les KTP
qui sont la gamme tactile, qui possède généralement aussi quelques touches pour pouvoir paramétrer des fonctionnalités. Donc la gamme basique, pourquoi on l'appelle la gamme basique, c'est principalement du fait que déjà ils sont un petit peu moins chers que les gammes un peu plus évoluées. Au niveau fonctionnalité, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas forcément dans la gamme basique comparativement aux gammes confort par exemple. On a parfois des limitations sur tout ce qui est recettes, archivage, réalisation de scripts, un petit peu des fonctionnalités de ce type-là. Donc on peut parfois être soit limité à un nombre de recettes réalisables, nombre d'archives, voire même dans l'impossibilité d'utiliser certaines fonctions. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas été déployées dans les gammes basiques. Donc au niveau matériel également, on peut avoir des limitations. C'est-à-dire que il y a des modèles au niveau basique qui n'auront par exemple qu'un seul type de port de connexion. Exemple, sur ce KTP 600 basique, on a une référence ici qui est en PN. Donc c'est un exemple de pupitre qui n'aura qu'une interface Profinet. Donc on ne pourra le raccorder qu'avec du Profinet sur un automate. Si on veut du Profibus, il faudra prendre un autre pupitre d'une autre référence qui aura la dénomination DP, qui aura un port MPI ou Profibus, mais qui n'aura pas d'interface Profinet. Donc on a, pour une même dimension d'écran, on a plusieurs références. Et on a aussi des versions en portrait. Donc on a des versions paysage ou portrait selon le sens dans lequel on veut les implanter au niveau des coffrets. Au niveau des couleurs également, on a du 256 couleurs sur les gammes basiques, avec une qualité d'écran qui sera intéressante, mais qui ne sera pas aussi évoluée que sur des pupitres plus évolués comme les Comfort Panel par exemple. On a ensuite dans l'ordre les panels. Donc cette gamme qui s'appelle la gamme Panel, c'est une gamme qui est vieillissante. La plupart des références, je dirais même toutes, sont à ce jour obsolètes. Elles le sont même déjà depuis quelques années, je dirais même depuis 2-3 ans. Elles sont passées en pièces de rechange chez Siemens. Donc on peut toujours s'approvisionner de ces références-là. Donc c'est les gammes OP, TP et... Oui, TP, OP, avec les différentes dimensions. Donc c'est des pupitres à touche pour les OP. Et les TP, c'est des pupitres tactiles. Donc TP comme Touch Panel. Donc les versions tactiles, c'est des gammes qu'on peut rencontrer sur des installations existantes. Par contre, pour des applications neuves, malheureusement, il faudra éviter de partir sur ce type de matériel qui est vraiment obsolète à ce jour. Alors pourquoi on les retrouve dans l'interface TIA Portal? Alors historiquement, cette gamme était programmée via WinCC Flexible. Donc c'est l'ancien logiciel qui permettait de programmer les pupitres IHM. Donc pourquoi on retrouve cette gamme dans TIA Portal? C'est tout simplement parce qu'on peut quand même gérer ces pupitres là via TIA Portal. Sur des projets qu'on migre par exemple, des anciens projets qu'on veut migrer, on peut tout de même les gérer. Mais sur du projet neuf, évidemment qu'il ne faudra pas partir sur cette gamme de pupitres là. On a ensuite
Alors je vais sauter d'un cran, je vais passer directement sur la gamme multipanel pour rester dans la continuité. Les multipanels, c'est la même histoire que les panels, c'est une gamme qui est obsolète, au même titre. Donc c'était un petit peu le haut de gamme de l'ancienne génération de pupitres. Donc les multipanels, c'était des pupitres sur lesquels on avait les grandes fonctionnalités, on pouvait quasiment tout faire sur ces pupitres là. Au niveau des fonctionnalités, on n'avait pas de restrictions, contrairement à des restrictions qu'on pouvait avoir dans la gamme panel par exemple. Donc ici on a vraiment plus de possibilités. Donc comme d'habitude, il y a plusieurs séries, plusieurs dimensions, des versions avec touches, des versions en mode paysage, portrait comme d'habitude. Et sur cette gamme multipanel, on a plusieurs ports de connexion. Donc ici par exemple on a sur un 10 pouces tactile, on a un port Profibus, on a un port Profinet, on a également du port série, du port USB. Donc on a plusieurs ports de connexion. Sur la gamme panel par exemple, on avait généralement moins de connexions possibles, sauf sur certaines références où effectivement on avait possibilité de prendre des pupitres qui ne comportent qu'une interface, par exemple du Profibus ou du Profinet. Donc voilà pour cette gamme des multipanels. La gamme suivante, les conforts panels. Donc les conforts panels, c'est la grande gamme actuelle avec les basic panels. Donc les conforts panels, c'est la gamme, c'est un petit peu le haut de gamme des pupitres actuels. Donc avec des gammes dimensionnelles qui vont du 4 pouces jusqu'à du 19 voire 20 pouces. Donc on est sur des gammes qui sont des gammes dimensionnelles qui sont plus élevées que ce qu'on pouvait trouver avec les anciennes gammes multipanels par exemple, qui s'arrêtaient eux sur du 19 pouces. Donc là sur du confort panel on arrive jusqu'à du 22 pouces, ce qui donne déjà des choses assez intéressantes sur si on installe ce genre de choses sur une machine. Donc on a également des variantes paysage, portrait, selon le type d'implantation qu'on va souhaiter. On a des versions KP et KTP, donc KP pour des pupitres avec des touches, ou KTP pour des pupitres tactiles. La gamme confort, comme son nom l'indique, on va avoir des définitions, des couleurs et des résolutions beaucoup plus avancées que sur la gamme basique par exemple, avec beaucoup plus de définition au niveau des coloris. On a également plusieurs interfaces de connexion pour une même référence, c'est-à-dire que contrairement à la gamme basique, on ne va pas avoir un pupitre avec une référence en PN et une autre référence en DP. Ici on aura une référence, on aura tous les ports de connexion intégrés d'office et on pourra éventuellement changer ou faire à notre guise une fois le pupitre réceptionné. Ou si on change d'avis, ou si on commence en connexion Profinet et qu'on se rend compte qu'on veut passer sur du Profibus par exemple, on aura la possibilité sur cette gamme de pupitres là. Et donc au niveau des fonctionnalités également, ici on est sur on a généralement beaucoup plus de fonctionnalités que sur la gamme basique, donc on n'a pas de limitation sur tout ce qui est script, archivage, recettes et un petit peu toutes ces fonctionnalités spécifiques qu'on retrouve dans WinCC.
Donc généralement on a accès à la totalité des fonctionnalités sans bridage, sans limitation. Pour avoir plus de détails, bien évidemment, il faut consulter le catalogue des pupitres, le catalogue spécialisé au niveau des pupitres pour vraiment avoir le détail des fonctionnalités. Mais généralement, la gamme confort dispose des pleines fonctionnalités, des pleines capacités de paramétrage et de programmation. Donc voilà pour cette gamme confort panel. Donc généralement au niveau du choix, on va donc forcément être sur soit du basique, soit du confort. Quand on va être amené à choisir un pupitre. Donc la différence va se faire principalement sur les fonctionnalités qu'on va avoir besoin. Si on a besoin de faire des choses spécifiques comme du script, des archives, des recettes. Si c'est des choses assez simples, on a besoin de faire juste de la visualisation, un petit peu de boutonnerie et de la remontée de défauts, d'alarmes, sans forcément avoir besoin d'archiver des données ou des fichiers ou de faire beaucoup de recettes ou de scripts. On va s'orienter sur du basic panel qui aura l'avantage d'être moins cher et qui remplira très bien sa mission. Si on veut quelque chose d'un peu plus poussé, avoir un peu plus d'options et se laisser un peu plus de marge pour la suite, on pourra partir sur du confort panel. Autre gamme de pupitres, on a les mobile panels. Donc au niveau des mobile panels, on a les deux gammes qui sont les types 170 et 270. Donc les mobile panels sont des pupitres qu'on peut prendre, qu'on peut transporter en fait, qu'on tient dans ses mains finalement, avec un système de gâchettes et de boutonnerie qui permet de marcher autour d'une machine ou autour d'une installation, de pouvoir effectuer des opérations en mouvement, donc de pas forcément avoir le pupitre qui est figé sur une armoire électrique, mais de pouvoir prendre le pupitre en main et de faire le tour de la machine et de se rapprocher au plus proche de l'endroit où on va vouloir faire un pilotage en mode manuel ou des choses comme ça. Donc les gammes 170 et 270, c'est un petit peu la même histoire que les panels et les multipanels, donc c'est une gamme qui n'est plus distribuée en neuf, donc c'est aussi de la pièce de rechange. Donc comme je le disais pour les gammes panel et multipanel, on les retrouve ici tout simplement parce que on a la possibilité de les programmer via TIA Portal, on a la possibilité de les paramétrer. Donc c'est pour ça qu'ils sont visibles et qu'ils sont accessibles dans l'interface. Donc généralement les mobile panels disposent donc sont tactiles, généralement possèdent aussi des touches en dessous et sur les côtés. Ils vont disposer aussi d'un arrêt d'urgence pour la partie sécurité et d'autres boutonneries selon les versions. Donc on a aussi des versions, filaires, on a des versions qui se connectent via un câble. Donc avec un câble de grande longueur pour permettre de marcher autour d'une installation assez conséquente. Et on a également des versions Wi-Fi, des versions sans fil, donc qui permettent d'avoir les avantages du Wi-Fi. Donc au niveau des gammes existantes à ce jour, les gammes neuves, donc c'est les versions 7 pouces et 9 pouces, donc c'est les KTP mobiles, KTP 700 et KTP 900. On a des versions qui ressemblent du coup plus au confort panel au niveau de l'apparence, avec des caractéristiques similaires au niveau du rendu, au niveau définition de couleurs et de pixels. Donc on voit qu'il existe du 7 pouces et du 9 pouces.
Il existe aussi des versions F, donc F pour la prise en compte de safety. Donc voilà pour la présentation de la gamme Mobile Panel. Il y a ensuite encore la partie WinAC pour multipanel. Donc WinAC, comme je l'expliquais dans la présentation des automates et des CPU, le WinAC c'est un automate logiciel. Et on a en fait ici une version de WinAC qui peut être implémentée sur des multipanels. Donc c'est en gros sur des gammes multipanels, donc qui sont les gammes ici. On a la possibilité d'installer en fait d'installer le WinAC, donc en fait qui va être l'automate. Donc on va émuler en fait sur un panel un automate en fait, un logiciel, un automate soft, qui va ensuite pouvoir piloter via des interfaces comme Profibus ou Profinet, piloter des entrées-sorties ou des modules esclaves qui sont rattachés à ce panel. Donc on va transformer plus ou moins le panel en maître sur un bus de terrain, par exemple Profibus ou Profinet, et qui va permettre de piloter des choses derrière tout ça. Voilà donc pour cette partie présentation des IHM.